Bien, rebonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous pour poursuivre ce cycle de conférences. C'est la dernière journée, notre dernière journée de conférence. Après un programme dense et chargé qui a débuté mardi, on est vraiment concentré sur la thématique de l'inclusion ce matin. C'est une thématique forte du salon pour cette édition 2024. Et on va se pencher sur l'attractivité et la marque employeur dans notre secteur du tourisme, parce que en adoptant des pratiques inclusives et en investissant dans la diversité, les acteurs du tourisme pourraient, je dis bien pourraient, se rendre plus désirables et se donner les moyens d'attirer des talents nécessaires à leur développement. Je dis pourraient, mais les choses sont en train de changer. On va le voir, l'inclusion est en train de devenir un enjeu capital de l'amélioration de la marque employeur. Et pour en parler, on a le plaisir d'accueillir à ma gauche Valérie Bonnette, qui est la présidente des EDV, les entreprises du voyage. À la gauche de Valérie, Isabelle Mainbourg, qui elle est la directrice générale d'Opco Mobilité. On dira avec Isabelle ce qu'est l'Opco Mobilité. À votre gauche, Isabelle, on a le plaisir d'accueillir Laurent Potier, qui est chargé de mission à l'AGEFIP. Là aussi, on dira ce qu'est l'AGEFIP. À la gauche de Laurent, un immense plaisir d'accueillir Emmanuelle Liop, la présidente des Femmes du Tourisme. C'est une association des femmes du tourisme extrêmement active et on parlera évidemment avec elle de cette parité femmes-hommes dans ces métiers du tourisme qui évidemment est sujette à réflexion et à caution. Et puis à sa gauche, un nouvel acteur, on est ravis de l'avoir parmi nous, Tomorrow Travel, et qui est vraiment justement une entreprise qui a été créée sous le signe de l'inclusion. Ça fait partie vraiment de son ADN. C'est un objectif de cette entreprise, Tomorrow Travel, dont l'objectif est d'avoir une centaine d'agences de voyage d'ici 2025. On en parlera avec lui parce que c'est un exemple vraiment très, très symptomatique, je dirais, de ce qui est en train de se passer, de ce basculement qu'on est en train de vivre dans les milieux du tourisme. Alors, on va commencer avec Isabelle Mainbourg, puisque vous êtes, Isabelle, à l'origine de cette table ronde, on ne va pas le cacher. Mais pourquoi une table ronde inclusion pour Opco Mobilité? Alors, il faut peut-être rappeler ce que c'est que l'Opco Mobilité. Oui, déjà, merci et bonjour François-Xavier, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, vous avez plutôt l'habitude de voir Opco Mobilité comme financeur de la formation, mais ce n'est pas que ça. Au-delà de la promotion des métiers, des actions diverses et variées que nous pouvons faire au service des branches, nous avons un fort partenariat avec Laurent Potier, ici présent, mais avec l'AGEFIP, avec qui nous avons signé une convention nationale, et c'est ce qu'on va décliner tout au long de cette table ronde. Cette convention a été signée lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc ça prenait tout son sens il y a donc à peu près 3 semaines, même si on travaille ensemble depuis très longtemps. Voilà, donc c'était une première et Valérie Bonnette, ici présente, qui était très attachée à mettre de l'inclusion aussi dans les entreprises, m'avait sensibilisé déjà depuis plusieurs mois, voire années. Donc voilà, la primeur aux entreprises du voyage. Et alors, vous avez signé donc une convention nationale entre l'Opco et l'AGEFIP. Alors, dites-nous un peu ce que c'est que cette convention sur l'inclusion. Alors quand je dis national, ça a tout son sens puisqu'on on avait déjà pas mal d'actions sectorielles. Donc Opco Mobilité, c'est 17 branches dans le monde du transport, que ce soit sur route, sur mer, les ports, le service avec les agences de voyage. On a la totalité des modes de transport, sauf l'aérien. Et donc on était plutôt assez avancé avec des branches matures comme le transport maritime, mais également le transport routier et activités auxiliaires du transport. Ce sont les conducteurs routiers que vous voyez sur la route au quotidien. Et donc là, c'était pour faire bénéficier de l'offre de service de l'AGEFIP, de la totalité en fait de l'offre de service possible pour la totalité des branches. Alors, cette convention, est-ce qu'on peut en parler un petit peu en détail ? Oui, on peut en parler, bien sûr. Donc, cette convention, elle regroupe en fait plusieurs items. Le premier, c'est qu'on s'engage à déployer auprès des entreprises des branches d'Opco Mobilité la totalité de l'offre de services de l'AGEFIP, mais également de mettre en place des référents handicap au niveau national
pour l'externe, mais du coup on l'a poussé un peu plus loin, nous l'avons fait aussi également pour notre interne, pour notre OPCO, mais également on l'a décliné en région, c'est-à-dire que la totalité de notre délégation régionale se verront dotées d'un référent handicap dédié qui soit le même pour faire miroir en fait entre nos actions en interne, des actions en externe que les branches pourront bien évidemment porter avec des initiatives exceptionnelles. Ah, d'accord. Alors en quoi Valérie, en quoi cette convention que viennent de signer l'OPCO Mobilité et la GFIP concerne les EDV? Quel est le lien entre vous deux? Bonjour à tous. Le lien, le premier, c'est que nous sommes membres et nous adhérons à OPCO Mobilité. Toutes les agences de voyage, les tours opérateurs, toutes les entreprises de notre secteur ont l'obligation d'adhérer à OPCO Mobilité puisque c'est l'OPCO de désignation et OPCO Mobilité gère bien sûr l'accompagnement, la formation, la montée en compétences, etc. Donc ça nous concerne ce qui se passe là-bas, on va dire ça comme ça. Ouais. L'autre angle, c'est que moi je pense, il n'y a pas que moi, mais je suis attachée au sujet. Alors on est sur le sujet de l'inclusion dans le tourisme en général, et je crois qu'on abordera tous les types d'inclusion, mais sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les entreprises, puisque moi je représente une organisation qui regroupe les entreprises, c'est quand même un sujet qui me semble extrêmement peu mature en général, en particulier dans notre secteur. Bien sûr qu'il y a des cas isolés, des entreprises qui font des actions. Cependant, elles ne sont pas hyper visibles et 90% de nos entreprises ont des petits effectifs. Et donc, il me semblait évident que si on n'était pas aussi avancé qu'on aurait dû l'être, c'est parce que, évidemment, chaque chef d'entreprise a sa vision, mais c'est que peut-être il y avait une défaillance, une déficience d'accompagnement, d'information. Et la convention qui a été signée entre OPCO Mobilité et la GFIP, c'est justement, pour vulgariser, c'est quand même une boîte à outils à disposition des entreprises pour expliquer ce que c'est d'abord que le handicap et toutes les diversités que peut recouvrir cette notion. Quelles sont les obligations? Je crois qu'on va y revenir, mais il y a quand même une obligation pour les entreprises d'inclure dans son effectif 6% à partir de 20 salariés de personnes en situation de handicap. Et en face de ça, il y a une pénalité que souvent, je ne dis pas que c'est volontaire, mais en tout cas, finalement, on paye la pénalité parce qu'on ne répond pas à la loi, alors que le sujet, c'est l'attractivité. Eh bien, oui, il y a une attractivité parce qu'on est une entreprise qui a une démarche quand on l'affiche et quand on le fait. Donc voilà, ce sont toutes les raisons pour lesquelles moi, je me suis intéressée à cette convention et on va expliquer peut-être après comment on va, nous, se l'approprier dans notre secteur. Et en tout cas, on voit que pour les EDV, c'est un enjeu légal, parce qu'en effet, il y a des obligations qui entourent ce sujet. C'est un enjeu de société, et puis c'est un enjeu d'attractivité. Les EDV travaillent sur le sujet de l'attractivité, bien sûr. Et notamment depuis que vous en êtes la présidente. Et c'est un vrai sujet, ça. Laurent Potier, on va rapidement rappeler peut-être ce que c'est que la GFIP. Pour nos spectateurs, ce n'est pas forcément très connu, forcément. Oui, en effet. Alors la GFIP est née avec la loi de 1987 qui donne une obligation aux entreprises de plus de 20 salariés, entreprises privées, d'avoir 6% de travailleurs handicapés. Et donc aujourd'hui, ces fonds sont collectés par l'URSSAF. Et qu'est-ce qu'on fait donc avec ces fonds? On déploie une offre de services à destination des personnes en situation de handicap pour travailler un projet professionnel et sécuriser leur parcours, vers aussi les entreprises pour les aider à recruter des personnes en handicap, à les maintenir dans l'emploi, puisque là aussi, il y a des sujets très importants à aborder. Et puis, nos partenaires, qui sont le service public de l'emploi, où on va retrouver France Travail, Cap Emploi, les missions locales, qui vont être des accompagnateurs de parcours à la fois pour les entreprises et aussi pour les personnes sans handicap. Donc vous êtes en fait, vous êtes là pour accompagner non seulement les personnes elles-mêmes en situation de handicap, mais aussi les entreprises. On est bien d'accord. Voilà, et il est important de dire que nous avons en France 3 millions de personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance administrative de l'obligation d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une reconnaissance travailleur handicapé. Alors il y a plusieurs titres. Mais quand même 3 millions. Et si on a fait une enquête emploi il y a quelques années,
pour mesurer un petit peu le nombre de personnes qui pouvaient avoir une maladie chronique ou une problématique de santé durable, et il y en a 9 millions. C'est-à-dire que le handicap, ça concerne tout le monde. Hein, c'est dans notre entourage, on connaît des personnes en handicap qui peuvent être en difficulté. Et donc c'est pour ça que il faut que les entreprises puissent ouvrir leurs portes pour l'emploi ou le maintien de l'emploi. Alors Valérie, concrètement, qu'est-ce que vous allez vous proposer à la profession à travers ce dispositif ? Alors ce dispositif, cette convention comprend vraiment des outils de cartographie, de pédagogie. Qu'est-ce que le handicap ? On repart de la base, je crois. Les définitions, la façon dont il faut du mode d'emploi, comment ça va de l'accueil aux personnes, du recensement éventuel de collaborateurs qui seraient déjà dans des situations de handicap mais qui ne l'auraient pas dit et qui ne feraient pas les démarches pour le faire reconnaître, de la façon dont on accueille, dont on intègre, dont on peut effectivement monter les dossiers et bénéficier des aides. Et puis ça, c'est une partie de la boîte à outils. L'autre, c'est vraiment, je crois qu'on peut dire, un diagnostic opérationnel dans les entreprises et dans la branche. Donc nous, ça va être au niveau de la branche, avec AGFIP, qui va pouvoir, et ça c'est la partie qu'on va commencer à travailler, c'est-à-dire à partir d'un panel, on va voir un peu comment on avance opérationnellement, mais à partir d'un panel d'entreprises, on va avoir un diagnostic de branche de la part de l'AGFIP pour identifier dans notre secteur ce qu'on va pouvoir déployer comme outil, comme accompagnement derrière, et aussi de la formation. Ce qui est intéressant, c'est que comme ça, intuitivement, on est un secteur dans lequel quasiment tous les types de handicap peuvent être envisagés et intégrés. On n'est pas dans un secteur où il faut être debout à la chaîne. Enfin bon, il y a quand même dans nos métiers, en agence, mais aussi en étage et à distance, un tas de métiers où on a besoin d'experts et où tous les types de handicap peuvent être intégrés quasiment. Donc il y a un vrai potentiel sur ce sujet. Et nous, comment on va le faire ? On va travailler d'abord sur ce diagnostic, en collaboration bien sûr avec OPCO. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on sera la première branche de l'OPCO Mobilité qui s'inscrira dans cette nouvelle convention. Donc là aussi, en termes de maturité, de signal, c'est important. Et ce que j'aimerais, moi, c'est qu'ensuite, avec le déploiement de ce qu'on va tirer de ce diagnostic et de ce qu'on va mettre en place comme outil, on puisse accompagner nos entreprises sur le chemin, évidemment, de répondre à la légalité, mais de l'attractivité et de la fierté, de pouvoir dire qu'on a aussi tourné une page sociétalement parlant, dans l'organisation de l'entreprise. Voilà. Donc une première étude sectorielle sur le sujet. Laurent, vous allez mener ça, vous allez être l'une des chevilles ouvrières de cette étude ? Oui, en effet. Donc, ça va partir d'abord par une analyse quantitative et qualitative sur comment on peut ouvrir, et Valérie l'a très bien dit, comment on peut ouvrir l'emploi aux entreprises du secteur. Et donc, ça veut dire qu'on va aller quand même fouiller, regarder en détail notamment les accords sur la GPEC, l'égalité homme-femme, la formation. La formation est très, très importante puisque, on en parlera tout à l'heure, il faut pouvoir, pour qu'une personne en situation de handicap puisse venir dans une entreprise, parce que l'entreprise recrute d'abord des compétences, il faut sécuriser son parcours. Est-ce que, dans le cadre de l'orientation qui est prévue, est-ce que c'est accessible ? Est-ce que les centres de formation connaissent les outils que la GFIP met à disposition, ce qu'on appelle chez nous la ressource handicap formation, avec des référents handicap dans les centres de formation pour accueillir la personne, bien faire le diagnostic avec la personne en situation de handicap si les compensations sont là pour réussir la formation. Donc, on va regarder tout ce process avec la branche pour que demain, on ait la possibilité d'avoir un plan d'action qui soit opérationnel et destiné au secteur. Il faut partir évidemment de la réalité du terrain. Laurent, ça va prendre combien de temps cette étude ? Alors j'allais dire un certain temps. Oui, mais plus précisément. Alors, il faut au minimum 6 mois. 6 mois puisqu'il faut aller voir beaucoup d'acteurs.
Bien sûr. Hein, Oui, donc, si on veut que ce soit représentatif, voilà. évidemment. Et ça s'inscrit avec les partenaires sociaux. Donc ça, c'est très important. Il faut cette volonté politique, et on le voit très bien à travers ce que dit Valérie, que cette volonté est là. Oui, Donc il faut absolument que ce partenariat qui va être créé, on puisse avoir tous ces acteurs de la branche, y compris du côté médical. On aura des acteurs qui vont être là pour nous dire, dans le maintien dans l'emploi, on rencontre ces difficultés-là et comment on peut l'élever pour que ces métiers-là soient ouverts aux personnes sans handicap. Oui, oui. 6 mois d'études, Laurent, c'est 6 mois d'études pour le diagnostic et pour les résultats. On aura les résultats dans 6 mois Non. 6 mois d'études. Et ensuite, on partira sur le plan d'action et on accompagnera la branche dans la mise en œuvre du plan d'action. Tout ce qui sera préconisé sera mis en place derrière. D'accord. Donc en tout cas, en 2025, on aura avancé sur ce sujet-là. Complètement. Isabelle, l'OPCO, quel sera le rôle de l'OPCO sur cette étude sectorielle? Voilà, qu'est-ce que vous ferez précisément pour accompagner l'élaboration de cette étude? Alors, nous serons bien évidemment présents au comité de pilotage qui vont se tenir sur ce diagnostic avec la branche, les partenaires sociaux et la GFIP. Mais on sera aussi là pour essaimer en cours de parcours. On a dit, on a quand même un peu de temps long, mais ce qui est normal. Il faut vraiment creuser assez loin pour ne rien louper. C'est ce que dit très souvent Laurent. C'est-à-dire que pendant les 6 mois de l'étude, nous, on va s'approprier également toute la boîte à outils pour nous permettre d'accompagner les entreprises. Et dès lors que le déploiement sera possible, eh bien, on sera en ordre de marche, sachant qu'au prochain IFTM, normalement, vous aurez la totalité des informations. Ce que je tiens à dire, c'est que peu de personnes le savent, c'est que plus de 80% des handicaps ne sont pas visibles. Donc, vous avez forcément autour de vous, et bien en entreprise, des gens qui sont concernés. Et c'était tellement naturel, en fait, de nous associer. On a les mêmes missions avec la GFIP, le maintien dans l'emploi, le plein emploi. Et on a, dans l'attractivité, il faut juste dire qu'on a un souci de tension dans certains métiers, de recrutement. Et d'un autre côté, on a des compétences qu'on peut mettre en avant. Donc, c'est le mariage de tout ça qui a fait naître aussi cette convention. Valérie, un dernier mot. C'est vrai que c'est un chantier supplémentaire. Les EDV mènent beaucoup de chantiers, mais c'est un chantier important, celui de l'inclusion. On s'en est rendu compte ces dernières semaines. C'est un sujet qui prend vraiment de l'importance parmi les pros. Alors, c'est vrai qu'on y pense depuis un moment, mais la date de la signature, évidemment, de cette convention n'est pas tombée au hasard. On l'a dit, le contexte. Pour nous, c'est justement le moment où aussi, avec ces JOP, on sent qu'il y a quelque chose dans la société, évidemment, qui s'est passé, une prise de conscience, même si chacun a un rapport, évidemment, par ailleurs individuel au sujet. On sent qu'il y a un élan global. Et moi, je pense que nous, notre rôle, pour répondre à ta question des entreprises du voyage, c'est d'accompagner les entreprises. Mais les entreprises, c'est un des acteurs. Les entreprises sont des acteurs importants de la vie, de la société. Et il se passe des choses dans l'entreprise. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner ces changements. Je reviens sur ce que disait Laurent, pardon. Laurent, c'était sûr, j'allais faire un truc. Mais voilà, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Mais tant pis. Pardon, en tout cas, Laurent. C'est que, oui, il y a une volonté politique, mais là, il y aura une volonté paritaire. Les organisations syndicales qui représentent les salariés sont associées à cette démarche. Et quand on n'a pas cette volonté conjointe, c'est dur de faire bouger les choses. Et sur ce sujet-là, je pense qu'on va avoir un terrain assez agréable en termes de discussion. Et ça, c'est aussi, ça fait du bien. Donc, voilà, il y a cet élan, on profite de la période et c'est notre rôle. C'est notre rôle. Parfois, on arrive un peu après l'évolution des choses. Parfois, c'est à nous de l'anticiper et de traîner, entre guillemets, d'accompagner nos entreprises. Donc voilà, on est sur ce sujet. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais, l'année prochaine, on a dit, on aura les résultats de cette étude et de ce travail. On aura un plan d'action qui aura peut-être commencé à se mettre en place. Et moi, dans 2 ans, j'aimerais pouvoir venir dire, voilà, tant d'entreprises de notre secteur, on fait la démarche,
ont respecté les obligations et avoir ces témoignages. Voilà, ça, ce serait le succès pour moi. Eh ben, on va suivre ça, évidemment, avec grand intérêt. Alors, c'est vrai qu'il y a cette étude sectorielle qui va être lancée, mais il y a une entreprise qui est très en avance sur ces sujets-là. Et c'est assez, on va le voir, c'est assez remarquable parce que dès sa création, Tomorrow Travel a mis la responsabilité, la RSE au cœur vraiment de son projet. Et Thibaut, on a la chance de vous avoir parmi nous. Vous êtes le patron fondateur de Tomorrow Travel. Vous êtes, je le rappelle, l'ex-directeur général d'Ailleurs Voyage, vous êtes un professionnel du tourisme, vous connaissez bien ce secteur et vous avez créé Tomorrow Travel avec votre compère Lucas Gébard qui lui a fondé Moby Travel. Et donc là, je dirais la boucle va être bouclée parce que Moby Travel, c'est une plateforme qui veut rendre le voyage accessible à tous et donc aux personnes en situation de handicap. Et en fait, dès votre création, Thibaut, vous annoncez la couleur. Hein. On est en 2023, c'est très récent. Vous nous dites, d'ici 2025, on aura une centaine d'agences de voyage responsables. C'est donc tout de suite au cœur de votre projet. Oui, alors c'est mon temps. Juste en préambule, je voulais quand même me porter volontaire. Comme bêta-testeur, incubateur, innovateur, si on le souhaite, pour cette étude, en tant que laboratoire, puisque vous le verrez dans nos démarches, globalement, on est vraiment dans ces démarches d'inclusion. Et c'est intéressant pour nous, à travers la formation, tout ce qu'on a déployé, la formation continue et la formation à l'école, et Moby, bien évidemment, de participer à cette étude, mais de manière très précise. Je précise aussi en préambule que il y a environ 7-8 ans, on avait déjà lancé une campagne de sensibilisation massive dans le groupe Marieton, avec la GFIP et avec les OPCO. D'ailleurs, il faut remercier les OPCO parce que ce n'était pas vous, Isabelle, mais peut-être c'était votre prédécesseur. Et on avait donc mené cette... Oui. Il y a 7-8 ans, c'était les OPCA. Ah, les OPCA. Voilà. Ouais. Alors peut-être c'est en 2018, je ne sais plus. C'est 2019. Nous. 2019, bon, voilà. En tout cas, c'était avec cet accompagnement, et c'était déjà une démarche qu'on avait initiée. Moi, j'y suis assez sensible. Donc, Moby Travel, c'est un tour opérateur qui est spécialisé dans le handicap. Alors, on pourrait avoir, je faisais le recoupement tout à l'heure, presque un double handicap, parce qu'on fait voyager des personnes en situation de handicap, alors moteur ou pas moteur. Et en même temps, on pourrait augmenter la difficulté, ce qu'on a commencé à faire, en ayant des collaborateurs handicapés. Alors, c'est à la fois augmenter la difficulté, mais c'est à la fois la rendre évidente. C'est-à-dire que qui peut mieux faire voyager des handicapés que des personnes en situation de handicap? Donc, on a déjà ce cas, on a des personnes handicapées. Dans une équipe de 5 personnes, on a une personne en situation de handicap qui prend en compte des voyageurs handicapés. Voilà, donc c'est natif chez nous, il faut le savoir. Alors, c'est pas né par hasard. Quand Lucas a créé cette entreprise, c'est parce que dans son entourage, il avait été naturellement sensibilisé au handicap parce que son beau-père était handicapé. Et il s'est dit comment on peut faire voyager des personnes en situation de handicap et comment on peut les accompagner à avoir des vacances comme les autres. Voilà. Donc c'est natif, notre ADN il vient de là. Pourquoi Tomorrow a repris ses codes et ses valeurs? C'est parce que on s'est d'abord organisé en entreprise à mission. Ah, et vous êtes une entreprise à mission. Hein. On est une entreprise à mission, on est même au-delà de ça, une holding à mission. C'est-à-dire qu'on a pour mission à travers toutes nos filiales, qu'elles soient formation, qu'elles soient distribution, qu'elles soient tour operating, ou qu'elles soient assurantielles ou fonds de dotation, toutes nos entreprises doivent avoir une mission, une gouvernance adaptée, prouver sa mission. Voilà. Donc ce qu'on a inclus nativement dans nos démarches globales, c'est le côté sociétal. Alors, beaucoup parlent de l'environnemental. Moi, je pense que dans le tourisme, l'environnemental, c'est tout le monde doit s'y faire, c'est le b.a.-ba. Le sociétal, c'est comment on forme des collaborateurs, comment on sensibilise des collaborateurs à cette inclusion et à ce handicap, et comment on le prouve à travers nos actes. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a racheté un CFA qui forme... On dit ce que c'est qu'un CFA. Un centre de formation d'apprentis, pour ceux qui ne savent pas, qui permettent de faire des études en alternance, ou en tout cas de bénéficier de formation en alternance. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la terminologie, vous m'excusez si je me trompe.
Mais en tout Non, cas, surtout pas. ce qu'on fait, c'est qu'on forme des brevets professionnels, éducateurs sportifs et handicap. Donc on a inclus des modules de handicap dans l'ensemble de nos formations. Ensuite, nativement, quand on a fait, cette année, on lance une promotion de 15 bachelors en tourisme, on va dire responsables globalement, ce sont des futurs responsables d'agence, métier pénurique, dans lequel on a inclus des modules de handicap. Voilà. Donc, d'ailleurs, je suis le meilleur client de l'OPCO en ce moment, je pense que j'ai fait 15 demandes en 15 jours. Donc je pense qu'on est vraiment, enfin on est en relation avec Isabelle, elle le sait pas, maintenant elle a appris. J'ai noté quand même le bêta-testeur, c'est super intéressant. Et voilà, c'est l'autre volet de l'OPCO et on est là pour ça avec plaisir. C'est bien de se rapprocher, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Et voilà, donc on a inclus cette démarche et c'est là où on a une hésitation, et au moment où je vous parle, on l'a encore, c'est que c'est présenté à nous un étudiant handicapé. Pas moteur, Oui. mais qui a 3-10. D'accord. Donc dyspraxique, dysphasique, et voilà, et une forme d'autisme. Et on s'est dit pour la première promotion, et on n'a pas encore pris la décision, parce qu'on ne connaît pas les dispositifs d'accompagnement. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressé, qui a déjà fait un stage dans notre agence. On lui a dit il s'appelle Nicolas Leroy. On lui a dit, on ne sait pas Nicolas, on a envie, mais on a une crainte. On a une crainte parce que c'est notre première promotion. Et parce qu'on ne sait pas comment. Et là, pour le coup, je mets une réflexion sur la table. J'ai une crainte de ne pas savoir intégrer correctement cette personne dans une promotion de 14 étudiants complémentaires à lui. Et moi, je n'ai pas de crainte pour ça, parce qu'on traite le handicap tous les jours. Mais je me dis, mais est-ce qu'on ne va pas le décevoir? Est-ce qu'on ne va pas décevoir le reste? Et donc, moi, question ouverte, c'est typiquement là, on est vraiment au cœur du truc, c'est est-ce qu'on a des dispositifs, on a une manière de pouvoir accueillir dès les études, nativement, encore une fois, ces personnes. Alors, Laurent, un petit mot pour ça? Oui, c'est intéressant parce que, en effet, on est au cœur du sujet. Et notre accompagnement, alors ce garçon a un accompagnateur de parcours qui l'a aidé à construire, et cet accompagnateur de parcours va sécuriser son parcours. Donc dans le centre de formation, il y a un référent handicap, et ce référent handicap peut s'appuyer au niveau de la GFIP. On a plein de ressources handicap formation sur toutes les régions, et donc on a des prestataires qui vont intervenir pendant la formation pour faire ce diagnostic de besoin. Ce garçon a besoin de quels outils pour ses troubles 10? Ils existent, ils ont déjà été éprouvés. Non seulement ça va être pour le centre de formation, mais aussi pour l'entreprise, puisqu'il aura des stages à faire en entreprise. Il sera en alternance directement dans nos agences de voyage. Il faudra donc on a le double... dédoublonner. Donc, la ressource handicap formation, avec l'accompagnateur de parcours, avec le référent handicap, ils vont se voir tous les trois, et la personne en handicap, puisqu'il ne faut pas oublier que la personne en handicap est actrice de son parcours. Il faut l'associer dès le démarrage, et à partir de là, tout va se faire. Et c'est gratuit pour l'entreprise, puisque c'est financé par la GFIP et aussi par l'OPCO. Okay. Thibault, vous nous dites, on est une entreprise à mission, on est une holding à mission. Nous, dans la RSE, on valorise le S, on a envie de s'occuper du S, hein, c'est l'une de vos valeurs. Est-ce que c'est de la conviction ou du pragmatisme? Et il n'y a pas de jugement de valeur dans ma question, hein, Thibault. Mais est-ce que vous vous dites, on a du mal aujourd'hui à recruter des collaborateurs. On doit aussi afficher des valeurs, mais des vraies valeurs. Il ne s'agit pas de faire semblant. Et c'est comme ça aussi qu'on attirera, nous, des salariés chez Tomorrow Travel. Est-ce qu'il y a cette réflexion-là? Alors je pense que le secteur sur lequel on est moins bon, c'est peut-être justement cette communication à l'heure actuelle sur ce qu'on fait. Donc globalement, effectivement, on pourrait s'en servir pour faire de l'attractivité, mais ce n'est pas le sujet qu'on a traité en premier. Oui. Donc pour répondre à la question, ce n'est pas forcément de l'économie qu'on a cherché. C'est plutôt adapté à nos valeurs. Néanmoins, on ne développe pas de valeurs, on ne développe pas de cercle vertueux s'il n'y a pas un modèle économique derrière. Oui.
Donc ça signifie qu'on a besoin de ce modèle économique pour que ça devienne, qu'on puisse industrialiser ou qu'on puisse développer, qu'on puisse faire bénéficier d'un maximum de personnes de ces dispositifs. Pour répondre à la question, on a pensé que le secteur étant pénurique, la démarche c'est ça, c'est qu'on a pensé que le secteur était pénurique en main-d'œuvre, agents de voyage, responsables d'agences de voyage, producteurs, techniciens, tous les métiers des EDV et tous les métiers qui sont liés à la mobilité. Et on a pensé qu'il fallait avoir des collaborateurs. Pour en avoir, rien de tel que deux solutions. Soit on en recrute sur le marché, soit on en forme, soit on fait les deux. On a choisi de faire les deux, mais surtout d'en former. Donc on s'est dit, on va s'appuyer sur nos valeurs pour attirer des collaborateurs et des étudiants qu'on a été recrutés un par un sur les réseaux, par bouche à oreille, par nos collaborateurs, par des parrainages, par des petites annonces qu'on a passées sur Indeed, etc. On a fait venir ces étudiants, on leur a expliqué qui on était, ce qu'on voulait faire et quelle était la promesse. Et on leur a dit, c'est pour ça qu'on peut parler de côté sociétal, vous rentrez chez nous, on vous forme, on vous embauche. C'est la promesse. Si vous voulez partir ailleurs, tant pis pour nous, mais en tout cas, nous vous embauchons. Et là, donc on est parti sur ce projet qui fonctionne bien. Comme on s'est dit que ça ne suffisait pas 15, et c'est là où on aura besoin de l'aide d'autres acteurs comme vous, globalement, on va étendre cette démarche à des Bac plus 2, à des Bac plus 4, et encore une fois fondée sur nos valeurs. Et on a vu aussi que dans la profession, il y avait sans doute, on l'a dit, pénurie de main-d'œuvre, mais des acteurs qui souhaitaient avoir des classes parfois dédiées sur des besoins particuliers. Voilà. Sachant qu'à chaque fois, on y mettra, et ça c'est un facteur d'attractivité, toujours la brique handicap. Elle nous paraît essentielle. Et elle est en somme assez facile à intégrer. Enfin, il n'y a pas de raison de ne pas l'intégrer d'abord. Et puis, elle est évidente pour nous. Voilà. Ouais. En tout cas, vous affichez vraiment des ambitions. Parmi ces ambitions, moi j'ai lu vos interviews, Thibaut, et vous dites, nous, on veut se différencier en prenant soin de nos collaborateurs. Hein, ça, c'est quelque chose qui est un axe fort dans Tomorrow Travel. Alors évidemment, vous avez une obligation de résultat parce qu'on va vous regarder et on va essayer de voir si la promesse est tenue. Il y a de la pression là-dessus. On a observé. Forcément. Et Valérie veut dire un petit mot avant de répondre à la question. Dire qu'il y a le recrutement effectivement des collaborateurs initialement formés, mais les collaborateurs et la génération d'aujourd'hui, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui arrive, elle cherche un sens dans le fait de... le temps qu'ils passent dans l'entreprise, c'est un temps important, donc il leur faut trouver du sens. On met le mot marque employeur, mais en fait, c'est les valeurs de l'entreprise. Ouais. Et n'oublions pas qu'on travaille dans un secteur montré du doigt, qui est le tourisme, avec le transport, etc. Donc c'est aussi un équilibre à trouver pour ceux qui veulent travailler, de se reconnaître dans des valeurs portées par une entreprise de cette façon. Donc tout ça, voilà, c'est aussi maintenir les gens, leur donner envie, parce qu'on comprend le sens de travailler dans une entreprise qui a ces sujets et qui les porte. Thibaut, pour rebondir sur cette idée de prendre soin des collaborateurs. Oui, je rejoins Valérie sur les valeurs. Effectivement, la marque employeur, c'est presque maintenant un peu galvaudé. C'est effectivement, ça doit venir de l'intérieur et ça doit être sincère. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est que les étudiants, en fait, pour créer un cercle vertueux, pour s'occuper, prendre soin de ses collaborateurs, il faut qu'ils aient une importance dans l'entreprise, à travers sans doute des valeurs, mais aussi un rôle. Les premiers formateurs de nos jeunes étudiants seront nos collaborateurs. Ça les valorise. Ils ont envie de le faire, bien souvent. Ils ont envie de transmettre. La deuxième chose, c'est que ces collaborateurs, pour être les premiers formateurs, ils devront eux-mêmes être formés. Donc, ils auront de la formation continue et diplômante. Donc, ça veut dire, par équivalence, obtenir un diplôme. On va encore s'appuyer sur des partenaires pour le faire. Et troisième point, et c'est celui sur lequel vraiment je suis à cheval, c'est je souhaite qu'on ait impérativement des modules de retour à l'emploi, de conversion. On m'a appelé plusieurs fois des personnes d'un certain âge, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, qui veulent venir dans le métier, dans la branche, qui veulent venir faire du voyage, qui veulent venir apprendre le voyage et qui veulent revenir à l'emploi. Et moi, ou changer de secteur. Ça peut s'appeler un master, mais comme ça peut s'appeler un module de reconversion. Ça peut être des futurs collaborateurs, comme des futurs franchisés, comme des futurs entrepreneurs. Et donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est former ces personnes, les faire venir à nous, les faire venir au secteur,
pour les voir travailler chez nous ou ailleurs, mais en tout cas, profiter de cette passerelle et créer cette passerelle. Et ça, c'est, je pense, les modules les plus efficaces, les plus courts, et c'est là où on délivrera le plus de résultats. Voilà. Prendre soin des collaborateurs, c'est l'ensemble de ça, c'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des possibilités. Voilà. Ce matin, on était avant de venir avec nos coachs. On a des coachs de voyage. Coach de voyage, c'est un modèle très particulier, il n'y en a pas dans le voyage, il n'y a que chez nous. Ce sont 80 personnes chez nous qui vendent des voyages qui, quand ils sont à la retraite ou en complément de leur activité, vendent des voyages. Pour qu'ils vendent des voyages, soit ils ont été formés parce qu'ils étaient agents de voyage initialement, soit il faut les convertir, en tout cas il faut les faire venir au voyage et leur donner une certaine teinture, parce que le voyage c'est quand même vaste. En tout cas, ils ont la volonté de le faire. Et on leur a expliqué ce matin que ce qu'on souhaitait, c'est qu'ils nous cooptent, qu'ils fassent venir à nous des personnes pour venir apprendre ce métier et venir encore une fois peut-être combler des manques d'effectifs dans nos branches. Voilà. Je pense que prendre soin, c'est toute cette mayonnaise qui doit monter au fur et à mesure pour que tout ça coulisse. C'est une démarche intéressante, hein, Isabelle. Oui, tout à fait. En fait, on pense très souvent à la formation, la primo-formation, le primo entrant en fait dans la branche, et de plus en plus, en fait, on a de la reconversion à partir d'une trentaine d'années. Parce qu'elle a suivi le parcours de formation habituel, parce que papa, maman dit que c'était bien, etc. Et puis au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, je ne parle même pas de ceux qui arrêtent à l'université. Voilà. Et on arrive à récupérer en fait beaucoup de compétences comme ça. Et parfois, il y a juste un petit gap à passer en termes de formation. Et la formation et l'accompagnement est extrêmement important. L'OPCO, nous, on se positionne vraiment sur la totalité des publics, et la priorité, c'est surtout qu'ils ne passent pas par la case demandeur d'emploi, parce qu'après c'est une spirale qui est un peu compliquée à en sortir, même si on y arrive. Voilà. Donc c'est le travail de tous, et bravo pour ce qui est fait. Thibaut, avant de passer la parole à Emmanuel, on va parler justement de la parité homme-femme avec Emmanuel. Est-ce que vous arrivez, vous, à la respecter dans votre entreprise? Aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs? On a donc 200 collaborateurs salariés, et on a environ 50 à 60 personnes qui sont payées en honoraires, qu'ils soient coach ou qu'ils soient apporteurs d'affaires ou qu'ils soient parfois même salariés, entrepreneurs individuels, mais qui consacrent la majorité de leur temps ou une partie de leur temps à notre travail et métier. Je rajoute un tout petit aparté avant de répondre à la question, c'est qu'on a fait venir dans la première promotion des gens qui n'étaient pas du tout du métier. BTS couture, auto-entrepreneur, BTS plasturgie. On a des exemples réceptifs chinois. On a des exemples hyper variés de conversion, même parmi les étudiants. Ça, c'est rigolo. Pour répondre à la parité, ce qu'on a prévu, et on piétine un peu parce qu'on a fait beaucoup de choses en 9 mois. On a acheté 70 agences de voyage, créé une école, un assureur, beaucoup de choses. Mais on veut un comité de direction, on veut un COMEX paritaire. Alors, c'est pas paritaire, c'est pas une femme contre pour 2 hommes. Non, c'est une femme, un homme, 100%. Et égalitaire. J'aimerais même avoir une majorité de femmes. Et je pense qu'on va avoir une majorité de femmes. Voilà. Dans votre COMEX? Dans notre COMEX. D'ici combien de temps? D'ici, dès ce qu'on aura fait, c'est-à-dire d'ici le 31 décembre. D'ici le 31 décembre. Je m'engage parce qu'il n'est pas constitué, il est en cours de constitution, et pour le coup, pour l'instant, c'est plutôt 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Oui, d'accord. Voilà. Bon, ça c'est super intéressant. C'est pas de la politique politicienne, c'est pas de la communication, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Ben, on vérifiera, pas d'inquiétude. Emmanuel, ça c'est important ce qui vient d'être dit, parce que on est dans un secteur d'activité très féminin. Je crois que parmi les salariés du secteur, c'est une majorité à 55-60% des femmes, sauf que sur les postes dirigeants, là c'est quand même très masculin. Est-ce qu'il y a eu ces dernières années, est-ce que tu le constates, toi, un progrès ou pas vraiment? Ouais, je pense que personne ne me contredira. Il n'y a pas de progrès dans le leadership au féminin dans le milieu du tourisme. Donc juste, je rappelle que et Valérie en est membre, on est membres toutes les deux. Je préside l'association des femmes du tourisme, qui n'est absolument pas paritaire, puisque toutes nos adhérentes sont des femmes. Et tant qu'il y aura des besoins de faire la promotion des femmes dans le leadership, dans la décision, les postes à décision dans le tourisme, on existera.
Et c'est vrai que l'observation qu'on peut faire, c'est qu'il y a une surreprésentation des femmes dans le tourisme, où elles font très bien leur travail, mais à des postes de consultants, appelons-les comme on veut, agents de voyage, travel designer, etc., oui. Conseiller voyage, et une sous-représentation au poste de décision. Alors, l'inclusion, là, on a beaucoup parlé d'inclusion et d'attractivité des personnes en situation de handicap pour arriver à un monde qui soit adapté à ces personnes plutôt que de demander à ces personnes de s'adapter. Et l'inclusion, c'est protéiforme. Et un des pôles de cette inclusion, c'est la place des femmes. Bien sûr. Alors, dans tous les secteurs de la société, mais il se trouve que nous, on s'occupe du tourisme. Et le terme d'inclusion, il est dans la définition du nom de l'association, hein, Femmes du tourisme. Donc, on va essayer de les inclure, puisque c'est créé en 2005. C'est une association qui regroupe, on commence à arriver à plus de 120 membres, des femmes dirigeantes et décisionnaires dans le secteur. Et on ne va pas on ne veut pas continuer, en tout cas, à être un club d'entre-soi. Ce qu'on veut faire, c'est s'ouvrir pour donner. Alors, c'est pour ça que j'étais très attentive à ce qu'a dit Valérie, à ce qu'ont dit Valérie, Isabelle, Thibault, Laurent, parce que les écoles intéressent énormément l'association. Et il s'agit aujourd'hui d'avancer pour cette inclusion des femmes dans le leadership. Et nous, on se donne un an pour arriver à faire un observatoire. Je vais vous donner un peu les trois chantiers. Les trois chantiers, voilà, qui nous tiennent à cœur, non pas pour faire de l'inclusion washing, mais pour vraiment donner du sens, continuer à donner du sens à l'association et faire d'elle, elle est déjà un acteur reconnu du secteur, mais faire d'elle un partenaire de ce secteur susceptible de donner de la data, des outils et des solutions pour l'inclusion des femmes. Donc premier chantier, l'observatoire. Alors premier chantier, l'observatoire. On est déjà bien avancé. Je ne vais pas pouvoir donner encore le nom du partenaire qui va s'en occuper. J'en profite pour lancer un petit appel parce qu'on a besoin de mécènes pour le financer. On est une association très inclusive parce qu'elle a des cotisations intéressantes. Donc, ça veut dire pas un budget énorme. Bien sûr. Et donc, cet observatoire qui tient vraiment à cœur à toute l'association et à son conseil d'administration, il s'agit de faire un état des lieux de la place des femmes dans les postes de décision pour pouvoir donner justement un outil aux institutionnels. On va travailler, on va proposer des choses aux entreprises du voyage. Et puis, on va vraiment faire cet observatoire, il est général, il n'est pas limité évidemment aux femmes du tourisme, c'est quelque chose qui est tourné vers l'extérieur. Donc, on travaille avec un support, un média qui a l'habitude de ce genre de choses et qui va mettre à notre disposition tout le panel de ces contacts pour recueillir les données. On a élaboré des questions et on veut aboutir à cet objet qui sera présenté dans un an, Topresa 2025, et qui sera mis à jour chaque année pour vraiment donner une photographie que l'on espère évolutive de la place des femmes dans les postes de décision dans le tourisme. Et qui de mieux que l'association des femmes du tourisme pour ça. Donc ça, c'est une nouveauté, un beau chantier. Ouais. Voilà. La deuxième chose, alors c'est quelque chose qui va venir de l'intérieur de l'association pour aller vers l'extérieur. On voudrait créer, ça c'est un peu moins ambitieux, mais c'est très utile, un annuaire des compétences des femmes de notre association. Parce que, là, on est 3 femmes, là, c'est pas mal, 3 hommes, on n'est pas mal du tout. Mais je pense que Valérie et Isabelle ne me contrediront pas. Quand on a des tables rondes, quand on a des sujets, c'est compliqué de faire un plateau paritaire, égalitaire. Alors, dans le transport, c'est clair. Le transport, voilà. On a quelques femmes, d'ailleurs. Dans le tourisme aussi. Voilà. Dans le tourisme aussi. L'idée, c'est de... En fait, on part du principe, si vous voulez, on est candide, on va dire, non mais, vous ne conviez pas les femmes compétentes parce que vous ne les connaissez pas. Bon, en vrai,
on ne va pas se mentir, c'est parce que vous ne cherchez pas à les connaître, je parle aux hommes, vous ne cherchez pas, ou alors aux organisateurs de tables rondes, de conférences et de congrès, vous ne cherchez peut-être pas à connaître ces femmes compétentes. Ben, on va vous les, dans le tourisme en tout cas, on va vous en parler. Donc un annuaire des compétences. Un annuaire des compétences, et il suffira d'aller piocher pour dire « Ah mais attends, elle, sur la RSE, elle s'y connaît bien, etc. » Bonne idée, bonne idée. Et voilà. Et alors là, c'est un document qui va être plus, enfin c'est un travail qui est interne, mais qui rejoint tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. On est en train d'élaborer un questionnaire à destination de nos adhérentes sur la RSE. L'inclusion, c'est un des aspects de la RSE, la place des femmes aussi. Et donc, ce questionnaire, il est relativement simple pour ne pas rebuter les adhérentes. Et encore une fois, on va susciter les réponses aux questions qu'on passe, qu'on est en train de passer et qu'on est en train d'élaborer. Est-ce que la RSE, ça vous intéresse? Est-ce que vous avez mis en place une démarche RSE? Est-ce que vous voulez être formé sur la RSE? Encore une fois, ce n'est pas du washing, c'est pour être vraiment dans... Je peux pas dire dans l'air du temps, c'est pas ça. Il faut être dans l'époque. Valérie parlait des générations qui nous poussent, qui veulent du sens. Et c'est ce qu'on veut donner. Et encore une fois, on en sortira des outils et on sera des actrices de cette inclusion, de cette responsabilité. Voilà, on a ces 3 chantiers qui sont des points d'orgue de l'action de l'association. Oui, c'est plutôt pas mal. Et voilà, et tout le reste, évidemment, on le partage avec tout ce qui a été dit précédemment. Non, mais c'est très intéressant. En tout cas, on voit que le secteur est en train de bouger sur ces sujets-là. Hein. On l'a vu en première heure avec des tas d'exemples d'entreprises du tourisme qui font des choses. Alors là, on était plus orienté vers les clients dans cette première heure. Mais là, aujourd'hui, on voit que aussi pour les collaborateurs, il y a un enjeu RH qui est vraiment capital. Et on voit que les choses bougent, les choses avancent. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour cette conférence. Évidemment, on va surveiller tout ça. Et dans un an, on fait déjà un bilan. Donc, on se retrouve dans un an. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. À dans un an. Merci.